Alright. Bonjour aux personnes qui sont là, bienvenue. C'est la dernière séance de la saison de notre séminaire Traduire les voix minoritaires. On était censé avoir deux intervenants, mais la deuxième personne n'est finalement pas là, donc on a une intervenante qui va nous parler d'une autrice et de traduction féministe et de censure politique. Il s'agit de Marianne Panchon-Hidalgo, qui est traductrice assermentée et docteur en traductologie de l'Université de Salamanque et de l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Elle est enseignante-chercheuse à la faculté de traduction et d'interprétation de l'Université de Grenade. Elle a aussi enseigné dans plusieurs universités françaises, pardon. Euh, Elle est membre du laboratoire Avanti de l'Université de Grenade et chercheuse associée au laboratoire TRACE. Alors, je vais le dire en français car j'ai très honte de le dire en espagnol, mais traduction et censure de l'Université de Léon. Ses recherches portent sur la traduction, sur la censure et l'autocensure et sur la réception de la littérature francophone pendant la dictature franquiste. Et elle s'intéresse également aux questions liées à la paratraduction et à la retraduction. Et donc aujourd'hui, elle va nous présenter et analyser des extraits d'un roman de Raymond de Vincent qui a été publié en Espagne durant la dictature franquiste. Euh, voilà, alors je vais vous laisser la parole, Marianne. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisatrices du séminaire Traduire les voix minoritaires d'avoir accepté ma proposition de communication et ainsi pouvoir présenter une partie de mes recherches. Et je suis ravie d'être ici parmi vous. Et comme vous le savez, ma communication a pour titre Censure et retraduction en espagnol de Raymond de Vincent, lauréate du prix Femina 1937. Voici le plan. J'espère que ça marche. Alors, peut-être qu'il faut que je... Voilà. Oui. Voici le plan afin que vous puissiez voir de quoi je vais parler cet après-midi. Je vais donc commencer mon intervention par une brève introduction de l'écrivaine Raymond de Vincent, lauréate du prix Femina grâce à son ouvrage Campagne. En deuxième lieu, je consacrerai une partie de mon intervention à présenter le processus de censure de projets de traduction en Espagne pendant le franquisme, en me focalisant sur le livre de Raymond de Vincent. Dans la troisième partie, je présenterai notre redéfinition de la stratégie de traduction féministe connue sous le nom de récupération ou de réhabilitation, afin de rendre visibles les œuvres d'autrices étrangères comme Raymond de Vincent, qui ont été censurées pendant le franquisme et oubliées pour des raisons sociopolitiques. Et enfin, je terminerai ma présentation par un certain nombre de conclusions qui, je l'espère, nous donneront matière à réflexion. Raymond de Vincent est une écrivaine française originaire du Berry. Elle est née près de Châteauroux, dans une famille d'agriculteurs. Et à 17 ans, elle part pour Paris où elle trouve un emploi dans le commerce et pose comme modèle pour Alberto Giacometti, entre autres. Elle rencontre le critique et traducteur renommé Albert Béguin à 18 ans et l'épouse 3 ans après en Suisse. C'est justement la nostalgie de son passé de paysanne qui va lui inspirer son ouvrage le plus marquant, Campagne, pour lequel le prix Femina lui a décerné en 1937. Comme vous le savez peut-être, le prix Femina est un prix littéraire français créé en 1904 par 22 collaboratrices du magazine La Vie heureuse afin de constituer une contre-proposition au prix Goncourt, jugé misogyne, en raison notamment de son attribution cette année-là à Léon Frappier, au lieu de l'attribuer à la favorite Myriam Hari. La première femme lauréate du prix Goncourt sera Elsa Triolet en 1944. Pendant la première période du régime franquiste, c'est-à-dire les années 40 et 50, seulement une maison d'édition espagnole a voulu traduire et publier le livre Campagne en 1942.
Il convient de rappeler que sous le régime de Franco, c'est-à-dire de 1939 à 1975, toutes les tentatives de traduction et des publications d'œuvres au sens large ont suivi un processus de contrôle sévère de la part du ministère de l'Information et du Tourisme de l'époque. Le système franquiste de censure des livres était déjà établi le 14 janvier 1937, en pleine guerre civile, avec la création de la délégation d'État à la presse et à la propagande, dont la fonction principale était de mettre en œuvre les règles de la censure. Un an plus tard, le 22 avril 1938, la première loi sur la presse de la dictature est adoptée. Elle exigeait la remise préalable de toutes les publications au ministère afin de procéder à un contrôle strict de leur contenu et de donner ou non son approbation pour leur future publication en Espagne. Les censeurs, également appelés lecteurs, étaient chargés de superviser ces textes. Ils examinaient les documents en détail et rendaient leur verdict. S'ils n'étaient pas d'accord avec leur sujet, ils ordonnaient la suppression de certaines parties ou même interdisaient leur diffusion ultérieure. Comme le souligne Abellan, les sujets tabous de l'époque étaient le sexe, le langage grossier, la religion, c'est-à-dire toute référence pouvant porter atteinte à l'image du catholicisme, et la politique, c'est-à-dire contre le franquisme et ses représentants, ou même en faveur du communisme. En 1966, 4 ans après l'arrivée de Manuel Fraga au ministère, en 1962, la deuxième loi sur la presse, également connue sous le nom de loi Fraga, est adoptée, invalidant la loi sur la presse de 1938. Désormais, les manuscrits pouvaient être envoyés directement au dépôt, puisqu'il n'était plus obligatoire de les soumettre au préalable au ministère. La consultation était censée être volontaire, mais cette situation a en fait conduit à une augmentation des pratiques d'autocensure de la part des traducteurs et des éditeurs afin d'éviter d'éventuelles répercussions lors de la sortie de livres controversés. Il s'agissait d'une période théoriquement plus ouverte où les livres des minorités, jusqu'alors interdits en Espagne, commençaient à être publiés. Comme en France, sous Charles de Gaulle notamment, l'Espagne franquiste prenait également en compte le prix élevé et le faible tirage de l'ouvrage pour être accepté, car cela impliquait une diffusion restreinte de la traduction. Les éditeurs pouvaient soit livrer directement le texte traduit, soit n'envoyer que l'exemplaire original afin d'éviter d'éventuels frais de traduction si le volume ne pouvait finalement pas être publié. Il faut noter que toutes les évaluations des censeurs pendant la période franquiste et la transition jusqu'en 1983 peuvent être consultées à l'Archivo General de l'Administración, AGA, situé à Alcalá de Henares, pas loin de Madrid. Et de 1961 à 1976, toutes les importations étaient inventoriées dans le catalogue des importations de livres, également localisé à l'AGA. En effet, l'AGA renferme un dossier en rapport avec l'importation en français du roman en campagne en 1969, c'est-à-dire 3 ans après la promulgation de la nouvelle loi sur la presse. Il faut également souligner que les censeurs prenaient particulièrement en compte le prix, le tirage et le type d'édition du volume lorsqu'ils donnaient leur approbation afin d'importer un ouvrage. En d'autres termes, si le prix était très élevé, si le tirage était faible et s'il s'agissait d'une édition de luxe, le texte avait plus de chances d'être importé. En ce qui concerne le roman Campagne, écrit par Raymond de Vincent et traduit par José Luis del Río, sous le titre Tierra Fecunda, et le dossier 76, c'est l'éditeur Janes qui a demandé l'autorisation le 3 août 1942 à la Délégation nationale de propaganda, Délégation nationale de propagande, afin de le publier en Espagne. Contrairement au dossier des années 60 et 70, voilà, le type de papier à utiliser pour l'impression du livre est cette fois-ci précisé.
Il s'agit en l'occurrence d'un type de papier alisado, c'est-à-dire lisse. Il est également indiqué que Janes a l'intention ou avait l'intention de publier 2500 exemplaires après l'approbation du ministère. Le censeur qui a évalué la publication, dont le nom de famille est Sanz, n'a ajouté aucune information dans les rubriques valeurs littéraires ou artistiques, valeurs documentaires ou nuances politiques. Mais dans la section suppression, les pages 47, 60, 85, 88, 91, 103 et 117 ont été notées, bien qu'elles aient toutes été barrées au crayon bleu, à l'exception des pages 88 et 103. Un peu plus bas, Sanf explique qu'il s'agit d'un roman paysan entre le poème bucolique et le drame sanglant, et qu'ici, le drame est la guerre de 14 et le travail de Marie, de ses oncles, cousins et autres membres de la famille qui cultivent la terre. Le livre est rempli de tendresse sur de nombreuses pages et c'est la caractéristique la plus notable de ce livre. Il est bien et il est soigneusement écrit. Il précise qu'il serait souhaitable que le traducteur traduise également les noms propres. Marie, Robert, Laurent, tante Victoire, etc. Il considère ensuite que le livre peut être accepté. Si nous ne consultons pas le dossier dans son intégralité, nous pouvons peut-être supposer que Sanf a lu la version française en tenant compte de ses recommandations pour la traduction des noms propres. Cependant, dans la documentation ultérieure, nous constatons que Janes a envoyé les épreuves en espagnol et qu'à partir de celles-ci, le censeur a barré les parties inappropriées. On voit effectivement que le traducteur, Del Rio, avait décidé de ne pas traduire les noms propres, mais qu'il a dû les traduire après le commentaire du censeur. En effet, il semble qu'à cette époque, il était courant de domestiquer les noms étrangers, qu'il s'agisse de noms propres ou de noms de rue. C'était souvent le cas pour les œuvres destinées à un public plus général, probablement parce que le lecteur était considéré comme moins érudit ou intellectuel. Selon Lawrence Venuti, la domestication est une réduction ethnocentrique du texte étranger aux valeurs culturelles de la langue cible, renvoyant l'auteur chez lui, tandis que l'étrangéisation est une pression ethnodéviante sur ses valeurs culturelles pour enregistrer la différence linguistique et culturelle du texte étranger, renvoyant le lecteur à l'étranger. Dans ce cas, la publication du roman a donc été autorisée à condition que les noms propres soient traduits et que les suppressions de certaines parties, des pages 88 et 103 des épreuves, soient appliquées. Nous ne savons pas pourquoi le ministère a accepté les fragments barrés aux pages 47, 60, 85, 91 et 117, mais pas ceux des pages 88 et 103. Si on lit la page 47, on voit une partie en rapport avec la religion que, selon les censeurs, devait être censurée. Sin embargo, tenía la sensación de que el mundo del Evangelio estaba y había estado siempre a una distancia prodigiosa. La page 60 avait également une partie à contenu religieux. La misa quedó como una verdadera pesadilla en la memoria de Raymond y su hermano. Pour ce qui est de la page 85, nous pouvons localiser une phrase à contenu sexuel. Sin que ella lo esperase, Laurent la aprisionó en sus brazos, la estrechó hasta hacerle daño y luego la recostó sobre la hierba. Inclinándose sobre ella, púsose a besarla apasionadamente. Me haces daño, dijo Marie, fingiendo enfadarse cuando él la soltó un poco. Cependant, le fragment souligné à la page 81 n'était pas une scène sexuelle en tant que telle, mais plutôt une sorte de fantasme sexuel qui ne s'est finalement pas réalisé. C'est peut-être pour cette raison qu'il n'a finalement pas été éliminé. Le dernier extrait qui a été marqué, mais qui n'a finalement pas été supprimé, est une phrase qui se trouve à la page 117
Hizo sentar a Marie en la hierba fresca y, echándose a su lado, la atrajo hacia él. Il s'agit donc d'une autre partie qui fait allusion à une scène sexuelle, mais très subtile. Quant aux pages censurées, finalement censurées, elles contenaient toutes deux des extraits érotiques explicites. À la page 88, une partie a été marquée au crayon rouge et une autre partie a été barrée au crayon bleu. Se irguió bruscamente, de rodillas ante ella, la rodeó con sus brazos, aprisionó sus piernas y por encima de la tela del vestido las cubrió de besos. Ella se deslizó cerca de él, el muchacho la cogió entre sus brazos, pero cuando Marie lo sintió endurecerse en torno de ella, cuando vio aquel rostro tan familiar cambiar de repente, cogió miedo y empezó a dar gritos. Laurent la soltó inmediatamente y ambos se sintieron después muy desgraciados. La même chose a été faite à la page 103, c'est-à-dire qu'un fragment a d'abord été marqué, mais une partie a été après barrée. Pues ella se acordaba muy bien de aquellas tardes domingueras en que, además de separarse de ella, la obligaba a dejarse besar. Deja, Germaine, decía, tengo derecho a besarte, porque ya sabes que es verdad que te amo y quiero que nos casemos muy pronto. Entonces ella se resistía, solo para bromear y para que él la suplicase un poco, porque era agradable hacerle repetir esas cosas. No era por temor ni por timidez, pues ella ignoraba todo eso. Antes, al contrario, encontraba natural dejarse besar por un muchacho, si más le hubiese pedido Robert. Nada de extraordinario hubiera encontrado en ello y sin duda se lo hubiera concedido, porque lo amaba con toda su alma. Étant donné que Tierra Fecunda, la traduction de campagne, a été partiellement censurée en Espagne, mais que cette traduction est actuellement épuisée, notre objectif est de pouvoir la récupérer ou la réhabiliter. Le terme recovery, récupération, réhabilitation, est l'une des stratégies féministes présentées par Marsha Diek-Kenny en 1997, consiste à sauver des œuvres rédigées par des écrivaines qui ont été ou sont encore exclues du canon. Ma collègue Gora Zaragoza et moi-même avons publié la notice en anglais, en espagnol et en français par rapport à ces deux concepts dans le dictionnaire du genre en traduction. Il s'agit d'un travail collectif mené dans le cadre du réseau de recherche international World Gender. L'objectif de notre notice était donc de redéfinir la stratégie de traduction féministe appelée recovery, récupération en espagnol, et récupération ou réhabilitation en français, inventée par Françoise Marsadier-Kenny. Oups, il y a une faute de frappe, c'est Kenny, c'est pas Canary, Kenny, sans le R. En 1997, cette chercheuse a rassemblé, renommé et révisé les stratégies féministes de traduction en accordant une attention particulière à la publication, à l'édition, à la traduction et à la récupération d'œuvres perdues d'écrivaines. Et Marsha Diek-Kenny décrit 3 stratégies centrées sur le traducteur ou la traductrice, à savoir le commentaire, les textes parallèles et la collaboration, et 3 techniques centrées sur l'auteur ou l'autrice, la récupération, le commentaire et la résistance. Parmi les stratégies féministes centrées sur l'auteur ou l'autrice, Marsha Diek-Kenny décrit la récupération ou la réhabilitation comme le sauvetage via la publication du texte dans sa langue d'origine et ou sa traduction de textes d'autrices qui étaient ou restent exclus du canon. En effet, la récupération de textes d'écrivaines féministes qui ont été perdus dans le patriarcat et écartés du canon permet non seulement de rediriger l'intérêt vers elles, mais aussi de réécrire une historiographie des textes féministes. Comme je l'expliquais précédemment, après la guerre civile espagnole et l'avènement de la dictature franquiste, un système complexe de censure a été mis en place en Espagne afin de contrôler toutes les formes d'art, littérature, presse, art, cinéma, radio, etc. Ainsi, le canon, ce qui était considéré et jugé
comme publiable ou acceptable était définie en fonction du système idéologique de la culture cible. Dans ce contexte, la récupération ou la réhabilitation pourrait être redéfinie comme la publication dans la langue d'origine ou la retraduction, comme dans le cas de Campagne de Vincent et de Raymond de Vincent, de textes écrits par des femmes qui ont été censurés pendant le franquisme, soit partiellement, suppression de passages, de pages, de sections, soit totalement. Ainsi, du point de vue de la traduction, la récupération ou la réhabilitation implique la retraduction ou la republication de textes dont l'importation a échoué ou dont la traduction a été interdite. Dans le cas des livres interdits, la stratégie du commentaire peut également contribuer à recontextualiser l'œuvre qui est maintenant publiée dans un contexte et à une époque complètement différente. D'autre part, les préfaces ou les épilogues peuvent être le lieu idéal pour réfléchir à des fragments qui ont été censurés et qui ont maintenant été restaurés en explorant les raisons pour lesquelles ils ont été censurés. Et dans le cas d'œuvres partiellement censurées, nous suggérons que les fragments qui ont été censurés à l'époque apparaissent en gras, par exemple, pour indiquer qu'ils n'ont pas été publiés à l'époque, contrecarrant ainsi l'effet de silencieux de la censure. La censure peut également être rendue visible dès la première et la quatrième de couverture, afin de souligner, sous le titre du livre, qu'il s'agit d'une version restaurée dans laquelle les effets de la censure ont été supprimés. En ce qui concerne le mot recovery en anglais, on a décidé de le traduire en français par récupération ou réhabilitation. Le mot récupération pourrait être utilisé pour désigner des œuvres d'écrivaines qui ont été complètement oubliées. Ainsi, Crescence soutient que la pensée et la pratique féministe permettent la création de nouveaux langages et de nouvelles significations, la mise en mots d'expériences qui ont été réduites au silence, ainsi que la récupération de voix qui ont été inaudibles. Selon Moulin, la récupération consiste à redécouvrir des textes féminins afin de redéfinir le canon littéraire. La réhabilitation est également utilisée en français pour désigner les ouvrages d'autrices qui ont été oubliés et récupérés par la suite. Dans la thèse de doctorat de Maritik Sioli, il est indiqué que dans le cas de la littérature russe, de nombreuses chercheuses travaillent à la réhabilitation, à la relecture et à la redécouverte d'écrivaines inconnues et oubliées afin de les réinscrire dans l'histoire de la littérature russe. Et aussi, dans le mémoire de maîtrise d'Héritier, le terme recovery de Marsa Diekeni est traduit par réhabilitation. Dans l'article de Castro, il s'agit de montrer comment la relecture des écrivaines est une nouvelle façon de voir les choses et comment cette relecture est perçue comme une redécouverte, une révision ou même une réhabilitation. En effet, pour ce qui est de Campagne, on peut considérer sa retraduction en espagnol comme une nouvelle lecture ou redécouverte de l'ouvrage au XXIe siècle. Je vais désormais présenter les conclusions que j'ai pu tirer de cette recherche. On constate que le nombre de fragments supprimés dans la traduction espagnole est inférieur à ce qui était initialement prévu. Nous ne savons pas pourquoi il y a eu moins de fragments supprimés. Il est vrai que 2 crayons sont utilisés dans le dossier de censure, l'un rouge et l'autre bleu. Il est donc possible qu'il y ait eu 2 censeurs. L'un a analysé peut-être les fragments censurables en général et l'autre a supprimé les parties les plus problématiques de ces extraits. Il y a peut-être eu également une sorte de négociation entre le censeur et l'éditeur. Malheureusement, nous ne disposons pas de cette information. Et outre la traduction publiée sous forme de livre, le roman Terra Fecunda, Campagne, en espagnol, de Raymond de Vincent, a été également publié dans la revue littéraire Novelas y Cuentos en 1960. Et nous avons comparé l'original de Vincent avec la traduction éditée dans cette revue, et en effet, cette dernière est toujours censurée. En ce qui concerne la réhabilitation ou la récupération de Raymond de Vincent en Espagne,
on constate tout d'abord que l'œuvre Campagne a été rééditée par les éditions Le Passeur il y a tout juste un mois en France, ce qui va permettre de redécouvrir l'autrice qui est actuellement très peu connue en France. La réédition et la bonne réception de l'œuvre dans son pays d'origine pourra également faciliter la réception et l'éventuelle retraduction, cette fois-ci restaurée, du livre dans d'autres pays, comme par exemple l'Espagne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marianne, pour cette présentation. C'était très intéressant. Je regrette de ne pas parler espagnol. Euh, Est-ce que parmi les personnes qui sont ici, il y en a qui ont des questions? Justement, moi, c'était vis-à-vis du fait qu'on était quelques-uns à pas parler espagnol. C'est possible d'avoir un petit peu l'idée, tu me Oui, disais l'idée des différents extraits. oui. Donc, Alors, certains, on pouvait comprendre par similarité avec le français. oui, c'est pour ça, moi, j'étais pas très sûre. Je m'étais dit, bon. Là, en fait, il y a. Alors, attendez, je vais chercher. Euh, Je me demandais surtout pour la critique religieuse, en quoi Ah les ouais, consistent. là, c'est. En français, oui, on pourrait traduire l'extrait par cependant, j'avais le sentiment que le monde de l'Évangile était et avait toujours été à une distance prodigieuse. Cette critique, bon, c'est pas, oui, c'est une petite critique à la Léger, mais quand religion. même repéré. Ah oui, Et ça fait partie des passages qui ont été examinés pour être censurés. oui, mais finalement, l'extrait n'a pas été censuré. Ah, c'est oui, Quand même, oui. c'est vraiment, vraiment ils mettent le doigt sur des petites choses, quoi. Mm, oui. Et après, en rapport avec la messe est restée un véritable cauchemar dans le souvenir de Raymond et de son frère. Oui. Après, sans qu'elle s'y attende, Laure l'a pris dans ses bras, la serra au point de lui faire mal, puis l'allongea sur l'herbe. Se penchant sur elle, il commença à l'embrasser passionnément. Et tu me fais mal, dit Marie, en faisant semblant d'être en colère quand il la lâcha un peu. Et après, une autre scène, bon, plutôt un fantasme sexuel. C'est même pas direct, c'est très subtil en fait. Il y a Euh, les passages comme ça, parce que celui que vous venez de lire, en fait, enfin moi je pensais que c'était du langage directement qui était potentiellement sujet à de la censure, mais en fait là, dans les mots qui sont utilisés, il n'y a pas de, enfin dans celui-là en tout cas, il n'y a pas de mots particulièrement choquants ou quoi, et dans celle d'après, je sais Le pas, contenu, est-ce qu'il y a vraiment du langage, enfin je sais pas, du langage vulgaire ou enfin. Ou alors c'est vraiment juste une question de c'est le sujet et les choses évoquées qui sont pas. oui, plutôt le vocabulaire, pardon, pas le vocabulaire, mais plutôt le contexte et le contenu. En D'accord. fait, c'est pas parce qu'en fait l'ouvrage est très utilise pas de gros mots. En fait, c'est un livre assez oui léger, je sais pas, mais non, moi j'ai pas vu beaucoup de gros mots, mais parfois en fait il y a des mots grossiers dans d'autres ouvrages, dans notre ouvrage qui ne sont pas barrés. Ça dépend en fait. Parfois il barrait des extraits un peu vulgaires. Parfois, ils considéraient que c'était pas très ou assez vulgaire pour les censurer. Euh, Là, on parle de la première période du franquisme. Du coup, c'était une période beaucoup plus stricte, censée être plus stricte. Et après, le livre a été réédité dans les années 60, mais juste avant la deuxième loi sur la presse. Mais, euh, mais pareil, c'était le même ouvrage censuré. Et là, le livre est épuisé en Espagne. On peut pas on peut pas, bon,
On peut le chercher, on peut peut-être dans une bibliothèque ou d'occasion, une librairie d'occasion, mais sinon, bah, en fait, c'est pareil que l'ouvrage en français. L'autrice a été vraiment oubliée en France, aussi en Espagne. Et là, justement, quand j'étais en train de travailler sur l'ouvrage, j'ai vu qu'il y a eu cette réédition en mai. Il y a déjà eu des, des articles sur Le Monde et je sais pas, La République, je me rappelle plus du titre. La République. Bon, c'est un journal de Tours, en fait. Mais je me D'accord. rappelle plus du titre. Ok. Ah oui. Et d'accord. En fait, je viens de me rendre compte que quand vous avez dit la traduction est épuisée, vous parliez en fait le livre, on peut plus l'acheter, quoi. Oui, Ah voilà. d'accord. Parce que je pensais que c'était un terme pour dire que la traduction n'était plus satisfaisante ou que on était arrivé au bout des possibilités du texte ou quoi. Non, 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 non. Et C'est que oui, on peut plus l'acquérir, en fait. Il d'accord. Ok. faut... D'accord. Mm. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Il y a un micro d'allumé, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais si ce n'est pas volontaire, il vaut mieux éteindre son micro pour éviter les bruits intempestifs. Moi, je me demandais, quand vous avez présenté les stratégies, en fait, donc dans la partie qui était sur recovery, voilà, Mhm, là, en fait, les stratégies dont vous avez parlé, il y a stratégie centrée sur le traducteur ou la traductrice, stratégie centrée sur l'auteur ou l'autrice. En fait, ça, ce sont des stratégies, ça ne porte pas sur le texte lui-même. On est d'accord? Enfin, par exemple, le commentaire, ça va être déjà, par exemple, le commentaire, c'est quoi la différence? Enfin, pourquoi il est dans les deux catégories et ça veut dire que c'est un commentaire du texte et de la traduction ou enfin, c'est mhm. c'est pas des stratégies de traduction, c'est des stratégies je sais pas comment, je sais pas si vous voyez où je veux en Oui, venir ou pas. oui, c'est des stratégies pour, en fait, le commentaire. Euh, Avec cette stratégie sur le traducteur ou la traductrice, on peut parler bon, d'abord l'auteur ou l'autrice. On peut parler de l'auteur, on peut parler aussi de l'ouvrage qui a été censuré, pourquoi il a été censuré. Euh, c'est comme une sorte de préface, en fait, de commentaire, ou aussi comme des notes de bas de page, en fait. Et sur le traducteur ou la traductrice, on peut aussi, ça dépend si c'est le traducteur qui a été censuré ou si c'est l'auteur ou l'autrice qui a été d'abord censuré. Mais en fait, le commentaire peut être utilisé dans un ouvrage traduit ou dans un ouvrage original. D'accord, ok. Du coup, en fait, les stratégies dont il est question ici, c'est des stratégies de mise en valeur du texte ou de. Oui. D'accord, ok. Parce que je me demandais si c'était, bah, si ça portait, enfin, si c'était des stratégies de traduction à proprement parler qu'on utilisait pour traduire Oui. le texte. Bon, en fait, c'est des stratégies pour mettre en valeur l'autrice Ouais. ou mettre en valeur le texte de l'autrice Mhm. ou aussi la traductrice aussi, si on veut je sais pas si on veut mettre en valeur son travail aussi. Mhm. Dans ce commentaire, on pourrait ajouter, mais surtout pour nous, c'est si on veut appliquer cette stratégie pour justement récupérer les œuvres qui ont été traduites et censurées et comment rendre visible cette censure pour qu'il y ait vraiment pour mettre en valeur cet travail de récupération, de réhabilitation euh, au 21e siècle, en fait. Surtout des autrices en général qui ont été oubliées à cause de la censure ou à cause du contexte historique en général. Euh,
Raymond de Vincent c'était pas Elsa Triolet, c'était pas une autrice très engagée, je pense pas, en tout cas. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'ouvrages qui sont toujours censurés en Espagne, qui sont toujours publiés et censurés et qui devraient être, bon, aussi en France d'ailleurs. Mais par exemple, là, justement, il y a une réédition de l'ouvrage de Jean Genet, Journal du voleur, qui vient d'être réédité et aussi retraduit en espagnol, et aussi Violette le Duc. Il y a eu beaucoup de censure aussi en France, même si ce n'était pas une dictature. Euh, c'est vrai qu'on parle toujours de la censure et on pense toujours à des dictatures, mais aussi en démocratie, on peut trouver de la censure. Oui. Du coup, enfin, les stratégies qui sont là, alors je pense que c'est ce que vous disiez dans les conclusions, mais c'est des choses qui ont toutes été un peu mises en œuvre déjà pour du coup l'œuvre de Vincent, de Raymond de Vincent, ou enfin, euh, euh, désolée, je me suis un peu perdue dans ma question. Ah, En fait, du coup, est-ce que vous diriez que l'œuvre de Raymond de Vincent, euh, elle a été récupérée, elle est en train de, est-ce que enfin, c'est quoi le stade de... je sais pas, mais on aimerait bien retraduire et récupérer des ouvrages. Bon, là, juste là, en ce moment, bon, on est en train de retraduire un ouvrage d'Elsa Triolet, Elsa Triolet est très peu connue en Espagne. Et justement, à la faculté à Grenade, on est en train de retraduire, bon, retraduire, non, traduire et, un ouvrage de Triolet pour justement le récupérer. Il a pas été censuré, mais il a été oublié parce que bon, Elsa Triolet était communiste, euh, russe, juive, etc. Et en ce qui concerne Raymond de Vincent, je ne pense pas, mais le fait d'avoir été réédité en France récemment, je pense que ça peut aussi aider, ça peut encourager les maisons d'édition espagnoles à retraduire l'ouvrage de Vincent. Et en plus, c'est un ouvrage qui a reçu le prix, qui a gagné le prix féminin. Et en général, les maisons d'édition sont toujours très enthousiastes quand il s'agit de publier des livres qui ont gagné des prix, qui ont reçu des prix. Mhm. Et je pense que ça peut aussi encourager, oui, le fait de. Je ne sais pas si le livre va être très bien reçu en France, parce que ça peut aussi jouer, ça peut aussi aider, contribuer à une éventuelle retraduction. Mais bon, il est possible. Là, j'ai vu ça, oui, j'ai vu ces articles il n'y a pas longtemps, début juin. Du coup, c'est tout récent. Et justement, est-ce qu'il y a des circonstances ou des événements qui motivent ce genre de, enfin, redécouverte, retraduction d'œuvres censurées? Enfin, comment ça se passe en général? J'ai pas compris la question, pardon. Bah, parce que vous avez parlé du coup de la redécouverte de cet Mhm, ouvrage. Qu'est-ce qui oui. se passe en général? Enfin, qu'est-ce qui motive Mhm. la retraduction d'œuvres censurées en général? Comment est-ce que ça se passe? Parce que là, en fait, moi, je suis en train de, de, de regarder, de faire, oui, de faire des recherches en rapport avec les prix littéraires français, Mhm. et notamment Féminin, Goncourt, Renaudot aussi. Et du coup, je sais que c'est dommage, en fait, c'est dommage qu'il y ait tellement d'ouvrages encore censurés, toujours censurés en Espagne, en tout cas des œuvres françaises. Et je sais que les prix littéraires, en général, peuvent attirer plus les maisons d'édition. Et du coup, c'est un projet bon, de faire des recherches en rapport avec ces prix littéraires, euh, des ouvrages qui ont été traduits, qui ont été écrits par des femmes et des hommes,
euh, mais qui ont été oubliés, pas réédités pour des raisons différentes. Oui, donc ça montre le pouvoir en fait des prix littéraires. Mais du coup, souvent les retraductions sont faites dans un contexte universitaire, c'est ça? En fait, nous, notre projet est de vraiment de retraduire ou de traduire et de publier les ouvrages dans des maisons d'édition normales, pas Ok. universitaires, justement, pour que Oui, les oui, publics normaux oui, puissent oui. avoir accès à ces retraductions, Mhm. qui est aussi un peu de paratexte, mais pas trop, mais pour Oui. avoir un peu le contexte. Mhm. Et oui, Mais du coup, c'est c'est le un vrai projet. travail collaboratif en fait entre des chercheuses Ouais. et des maisons d'édition. Oui, là, c'est en fait, ce sont des étudiants qui ont commencé à traduire des parties d'un ouvrage de Triolet. Et bon, après, je ne sais pas si ça va être dans 2, 3 ans, on va essayer de publier l'ouvrage. Bon, on croise les doigts. Je ne sais pas si ça va être possible, mais bon, on va essayer. Est-ce que enfin, pour la redécouverte, la remise en valeur d'autrices comme ça, il y a, enfin, là, en fait, je sais pas pourquoi je dis autrice au pluriel, pour cette autrice-là en particulier, est-ce que, parce que elle a eu le prix Femina, donc j'imagine que enfin, qu'elle est marketée comme c'est une autrice, c'est une femme, donc, et d'ailleurs, bon, bah là, c'est dans le cadre de recherche en traductologie, traduction féministe, mais est-ce qu'il y a un peu aussi euh, quelque chose avec des préoccupations de classe, enfin je sais pas, parce que comme dans votre introduction, vous avez parlé du fait que elle avait un passé de paysanne et enfin que sa famille avait été paysanne. Et je sais pas si ça se ressent dans le livre d'ailleurs, mais est-ce que c'est une préoccupation aussi que les gens ont en tête ou pas du tout? En rapport avec le livre, je n'ai pas compris non plus la question, pardon. Non, non, pas de problème. Est-ce que, enfin, dans la volonté de Oui. remettre cette autrice-là en valeur, Mhm. est-ce qu'on met en avant le fait que c'est une femme, mais aussi le fait que D'accord. qu'elle vient d'une classe sociale euh, pas haute, je sais même pas Oui. comment Oui. dire ça. Oui, bah moi, j'essaye en fait, de mettre en valeur des autrices ou aussi des auteurs qui ont gagné des prix, qui ont été lauréats des prix, en fait. En général, ça veut dire que l'ouvrage est de qualité. Et, c'est pour cela que je fais ce projet de peut-être retraduire des ouvrages qui ont une valeur littéraire et qui malheureusement ne sont pas du tout connus, même même dans le pays d'origine, mais qui pourraient être connus et restaurés en fait, ces œuvres qui sont toujours mutilées. Mm. Mais pas forcément parce que l'autrice est paysanne. Après, il y a aussi, bon, après, Elsa Triolet était bourgeoise, mais bon, à cause oui, de sa position politique, etc., bah, elle a été, et aussi parce qu'elle était toujours à côté de lui, Aragon, c'était toujours lui, en fait, le chef, elle était à côté de lui et elle n'était pas très importante, c'était lui en fait, et c'était lui d'abord et ensuite elle. Et, et d'ailleurs, elle a reçu le prix Goncourt et il y a eu des critiques parce que les gens disaient que si on regarde des articles sur Le Monde, on voit qu'il y a aussi des critiques en disant qu'elle ne le méritait pas, etc. Elle a eu ce prix parce qu'elle était communiste et qu'elle a gagné le prix juste après la guerre et que c'était normal qu'elle gagne le prix. C'est une manière de remercier les auteurs ou les autrices qui étaient qui étaient pour la libération, etc., oui, qui étaient des résistants en fait.
ou même là, c'était aussi des critiques envers elle, qu'elle ne le méritait pas, que c'était. Et en plus, elle était russe, elle n'était pas française. Bref. Ok. J'avais une autre question. Est-ce que dans votre travail, vous arrivez à mettre en valeur avec les différents auteurs-autrices sur lesquels vous travaillez un vrai biais sexiste dans la dictature franquiste, dans le traitement de ces auteurs féminines, justement? On parlait du fait qu'Elsa Triolet a presque pas ou pas été traduite. Raymond de Vincent, oui, mais quand même avec de façon un peu édulcorée. Et, Mhm. je me demandais quelles femmes sont traduites et pourquoi, et est-ce qu'elles ont un traitement que vous trouvez différencié par rapport à des auteurs masculins, Ouais. vraiment dans ce cadre-là? Merci pour la question, pour votre question. Et en fait, moi, ce que j'ai vu, c'est que c'était surtout en fait c'était surtout le contenu, aussi évidemment l'auteur ou l'autrice, bien sûr, et surtout si l'autrice ou l'auteur était communiste ou Et était, réputé comme ci ou oui. ça. Mais Mm. après, si c'était un auteur ou une autrice, c'était pas, je pense, bon, j'ai pas, j'ai fait un peu de recherche, mais peut-être j'aurais dû, oui, je dois en faire plus, mais je pense que c'était pas, et je crois que le fait de traduire ou ne pas traduire un ouvrage, ou d'essayer de traduire un ouvrage, je crois que ça dépendait aussi beaucoup du pays d'origine aussi. Parce que Triolet n'était pas très connu non plus en France. Bon, il était connu en France, mais un peu critiqué aussi. Du coup, je pense que Mm. ça aussi, Ça garde la réputation de la ouais, personne. ouais. Et aussi le fait qu'elle soit communiste. Bon, j'ai fait beaucoup de recherches plutôt en rapport avec Louis Aragon, en fait. Et Louis Aragon, c'était bon, les censeurs connaissaient très bien Aragon, connaissaient très bien Breton, et ils savaient qu'ils étaient dangereux, qu'ils étaient communistes, marxistes, et qu'il fallait faire attention à ce qu'ils écrivaient. Et ils ont commencé à être publiés en Espagne à partir des années 60, quand il y a eu cette ouverture légère pendant la dictature. Mais avant c'était impensable, en fait. C'était pas. Et bon, après, les censeurs savaient que c'était une littérature des minorités, que seulement une partie de la société espagnole allait lire Aragon ou Breton, et que c'était pas très dangereux. Le plus dangereux, c'était de publier des livres, je sais pas, des romans un peu plus pour un public plus large qu'un Mm. public plus minoritaire. C'était ça. Et pareil, les films, par exemple, les films étaient beaucoup plus surveillés. Le théâtre en général était beaucoup plus surveillé que les livres en général. Mm. Et déjà ça, et pour Raymond de Vincent, vous avez peut-être montré quand même un biais inconscient dans la censure, peut-être parce que c'est une femme, on a encore plus censuré les passages érotiques Oui. ou religieux. Mm. Euh, Vous avez Oui. sûrement trouvé des exemples où quand même Et aussi vous le fait sentez un acharnement. d'être je crois aussi, parce qu'en fait, quand on lit l'ouvrage, c'est un ouvrage très fin, et pas, il y a pas beaucoup oui, il y a pas de mots grossiers, ou pas beaucoup de mots grossiers. C'est très subtil, tout est subtil, mais aussi, faut aussi oui, savoir que c'était une autrice des années 30, et en général, bon, je pense qu'en France, c'était pareil qu'en Espagne. Et les femmes, en général, utilisaient beaucoup moins de mots grossiers. C'est un peu bête, mais c'est vrai. Et j'ai parlé avec des traductrices espagnoles qui m'ont dit ça, en fait, qui ont traduit pendant le franquisme, qui m'ont dit, moi, je connaissais pas, je comprenais le texte en français, mais je savais pas comment le dire en espagnol. Comme j'utilisais pas ce gros mot ou ce mot grossier en espagnol, parfois j'avais du mal à traduire le mot grossier en espagnol, parce qu'à l'époque, on n'utilisait pas de gros mots. On n'utilise pas, oui, et du coup, j'ai dû parler, j'ai dû demander à
des hommes, en fait. Ils ont dit ça à mon père, à mon frère, pour voir comment ils disaient ce mot, etc. Du coup, c'est assez curieux, parce que j'ai parlé à deux traductrices différentes et ils m'ont dit la même chose. Et j'ai même pas, j'ai rien demandé par rapport à ça. Et ils m'ont dit, ah, le plus difficile pour nous, c'était de traduire les gros mots, les mots grossiers. Mm. Ouais, Donc cette différence l'autorité culturelle entre les deux. vulgaire et masculine. Mm. Bah, je viens de lire quelques articles de sociologues récemment sur l'usage des jurons et on trouve souvent statistiquement les femmes qui sont moins enclines à les utiliser. Et Mm. en plus, à l'écrit, tout le monde se censure encore plus, donc les femmes Mm. encore plus. Il me Oui. semble on retrouve ce résultat dans plusieurs études. Mm. Oui, c'est curieux. C'est intéressant de devoir se tourner vers Mm. les hommes pour trouver les bons mots pour traduire. Mm. Bah, j'imagine que là, en ce moment, c'est un peu différent. Mais après, ça dépend aussi des pays aussi. En Mm. Espagne, on utilise beaucoup de mots grossiers par rapport quand on va en France, en général, Une question de on voit une contexte vraie aussi. différence en fait. On voit la différence. Peut-être une question de contexte d'usage, enfin, Mhm. avec qui on utilise Oui, des gros mots. aussi, ouais. Le contexte. Mm, c'est vrai. Mm. Je ne sais pas si il est bientôt 18h, donc peut-être, enfin, si quelqu'un a encore une question, on peut continuer un petit peu la discussion, mais si personne n'a plus rien à dire, je pense qu'on peut clôturer Je aussi. sais. Arrêter l'enregistrement du coup.